À quelques kilomètres de Marseille, à proximité de la mer, le pays d'Aubagne se situe en pleine Provence. Ce pays qui s'étend de l'étang de Berre jusqu'au bassin marseillais est principalement constitué de massifs et de plateaux rocailleux. Au climat chaud et sec, la garrigue s'étale majoritairement, laissant place à quelques pins et chênes. Bordée au nord par les chaînes montagneuses de l'Estac et celle de l'Étoile, cette région doit sa notoriété à Marcel Pagnol, qui y vécut toute son enfance. Protégé et niché dans une cuvette autour des massifs, Cuges-les-Pins est considéré comme la capitale de la Capre. Sa culture fait la renommée de ce petit village au XIXe siècle. Mais lorsque la production de vin et de vinaigre chute sous le joug du phylloxéra à la fin du XIXe, elle disparaît progressivement. Aujourd'hui, quelques irréductibles comme Yves et Monique Cornille font perdurer l'exploitation artisanale de ce condiment très local, de sa récolte à sa mise en bocal. Le pays d'Aubagne possède bien d'autres atouts gastronomiques. À quelques kilomètres de là, Luc Falco élève des chèvres pour la confection de la fameuse brousse du Rove. Lei brusso do Rove. C'est en langue provençale que les marchands proposaient autrefois ce fromage de chèvre dans les rues de Marseille. C'est aussi dans la cité phocéenne, sur le marché paysan du cours Julien, que Luc se rend désormais pour vendre ce produit artisanal et on ne peut plus local. Nous sommes en plein centre-ville de Marseille, un quartier ancien, et c'est le plus ancien et le plus gros marché paysan de la région. Là, il n'y a que des producteurs locaux. L'avantage d'un marché producteur, c'est qu'il y a vraiment une toute autre ambiance. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, ça va, merci. Bonjour. Les visiteurs de ce marché viennent surtout en habitués. La clientèle est aussi très particulière, hein. C'est des connaisseurs, des gens qui sont prêts à prendre du temps pour faire la queue, discuter entre eux, s'échanger des recettes. Il y a un aspect convivial aussi. 2,50 € s'il vous plaît. On fabrique deux produits principalement, les fromages de chèvre et les fameuses et très réputées brousses du Rove. Les vieux Marseillais ils connaissent les brousses du Rove, dès que tu parles. Avant, on le criait dans les rues, les femmes passaient dans les rues en criant « les brousses du Rove ». C'est du lait de chèvre broussé, égoutté et vendu dans des petits cônes. Et voilà, les fameuses brousses du Rove. C'est un petit goût fin, un petit goût de chèvre, un petit goût de cabre, avec un peu de sucre ou un peu de confiture, un peu de crème. Vous avez un dessert merveilleux. Il y a à peu près 50% de la production qui est vendue sur ce marché. Il y a des gens prudents qui les réservent semaine après semaine pour être sûr d'en avoir. C'est un produit qui est tellement réputé qu'il part très vite. Et voici deux brousses. Et voilà, merci beaucoup. Bonne semaine. Du côté du village de Cuges, Yves, aidé de son épouse, s'apprête à récolter ses fameuses capres. C'est sa tante qui lui donne ses premiers arbres, bien que le caprier pousse naturellement à l'état sauvage sur le pourtour méditerranéen. La capre, c'est la fleur d'un caprier. C'est un bouton de fleur qui sert comme condiment, qu'on met dans le vinaigre et qui se mange, disons, à plusieurs plats. Ce sont des plantes de spinosa, c'est-à-dire c'est des tiges qui montent une feuille, un capre et une épine. Ça se répète tout le long de la tige. Quand on commence à cueillir, la plante a déjà 20 ou 30 cm, à partir de là, on a les premières capres qui arrivent. On cueille les capres, on en cueille, disons, 3 à 4 par tige. Et quand il fait chaud, la tige s'allonge, bien sûr. Et là, il ressort des capres à tout moment. Ils sont des capres tout le long. Là, il n'y a pas de vent en plus, c'est bien. Parce que là, ils annoncent du Mistral. Alors là, c'est encore une autre histoire pour le ramasser. La culture de la capre exige en effet des conditions climatiques bien précises. La capre, il faut un climat méditerranéen, c'est-à-dire chaud. Et en plus de ça, la capre n'aime pas le Mistral ou le froid. Ce qui fait quand il fait Mistral,
ça empêche de pousser, la tige ne pousse plus. Donc, il n'y a pas de capre. Mais dès qu'il refait soleil, il est chaud, ça redémarre. On récolte à la main, une après l'autre, tout en faisant attention de ne pas casser le bout de la tige. Autrement, c'est foutu, il ne pousse plus, il n'y a plus de capres qui sortent. Mais pour récolter les capres, il faut avoir les deux mains libres. Et pour avoir les deux mains libres, nous avons ce genre de poche qu'on appelle, qu'on puisse mettre des capres dedans, qu'on appelle barjaquette. Alors en provençal, le barjaquet, ça veut dire parler. C'est que puis les gens, quand ils cueillent, pour passer le temps, ils se parlent entre eux, de raconter des histoires du village ou de la vie. C'est bon? On déménage de là? Récolter manuellement est ainsi l'unique méthode. À 82 ans, Yves continue principalement pour son plaisir. Ça devient très cher à cueillir. Moi, j'en ai fait pour, disons, ma consommation personnelle. Il y a des amis à qui viennent m'en prendre, m'en acheter. Mais je n'en fais pas une grosse quantité. J'ai une vingtaine de capris, c'est tout. Tu me dis, si tu vois que ça déborde, t'es encore un peu aplati. Je vais faire 1,3 kg, comme ça me rappellera pour le poids. Sur les flancs montagneux, Luc se prépare pour la traite de ses chèvres issues d'une race typique de la région. Voilà la fameuse chèvre du Rove. Donc là, en l'occurrence, c'est une chèvre qui a un peu d'âge, puisqu'elle a une dizaine d'années là. C'est presque des chamois, ces chèvres, hein. Ça escalade de partout. C'est la seule qui est capable de se nourrir en autonomie alimentaire sur nos collines méditerranéennes. Elle a 2600 ans de présence en Provence. Et 2600 ans, c'est la création de Marseille. Maintenant, on va pouvoir les rentrer pour les traire. Allez! Et voilà! Merci. Voilà le lait de ce matin que je vais filtrer. Après cette première filtration, Magali doit faire chauffer le lait jusqu'à la température précise de 89 degrés. Il va falloir que j'attende que la température baisse d'une vingtaine de degrés. Ensuite seulement, je pourrai intégrer le vinaigre blanc et commencer à fabriquer la brousse. Voilà, elle est correcte pour maintenant. Elle est suffisamment descendue pour mettre le vinaigre. Le vinaigre délicatement versé en fine pluie va permettre au lait de brousser. Là, l'étape me semble bonne pour récupérer la matière. Voilà, dans ma passoire. Je vais filtrer toute la matière qui a été broussée de façon vraiment à récupérer que la partie blanche en fait, hein, qui va constituer la brousse. Voilà, nous sommes là sur un lait entier, très important. La brousse du Rove est réalisée avec du lait entier. Magali reçoit la visite de Raoul Michel, représentant local du mouvement international Slow Food. Cet organisme, soucieux de défendre les produits de terroir, cherche ainsi à leur faire obtenir un label qualité. Et coucou Raoul. Salut Magali, ça va? Oui. Ça va? Alors, comment le son en ce moment? Elles ont moins de lait là, non? Je te souhaite un bon appétit, il y a moins de lait. Ça Eh commence. oui, c'est ça. On défend des produits qu'on appelle des produits sentinelles, qui sont des produits qui risquent de disparaître. Et on défend à la fois le produit, pour son goût, pour sa qualité. Il y a une devise de Slow Food qui est le bon, le propre et le juste.
Alors le bon, c'est pourquoi, les qualités organoleptiques. Le propre, défense de l'environnement, moins de pesticides, ou pas du tout, ce qui est encore mieux. Et le juste, c'est la juste rémunération des producteurs pour le métier qu'ils font. Est-ce qu'elle était à ton goût? Encore bon, hein? Elle est nature. Ouais. Tu l'accompagnes avec quoi, toi? Coulis de framboise, ça c'est péché mignon. Cas typique de la région, c'est la brosse du Rhône, qui est maintenant un produit sentinelle depuis 10 ans pratiquement. On a aidé les producteurs à essayer d'avoir l'AOC, qui est quelque chose de très important pour éviter les contrefaçons. Parce qu'il y avait des gens qui s'engouffraient dans le terme brousse du Rhône, qui est connu à Marseille, qui faisaient des produits qui n'étaient pas de bonne qualité, puisqu'ils allaient même jusqu'à prendre du lait de vache pour faire ça, alors que c'est absolument répréhensible. Et donc ça permettra, on l'espère, d'obtenir l'AOC. À bientôt. Salut. Allez. De retour à Cuges, Yves commence la préparation de ses capres. Je ramène les capres ici pour les faire reposer 24 heures pour qu'elles perdent l'eau, pour pouvoir les mettre dans le vinaigre dans 24 heures. Je mets mon vinaigre pour que la capre qui a flétri absorbe le vinaigre pour donner le bon goût et ça fait un peu cuire la capre dans le vinaigre. Les capres, il faut qu'ils soient cuites, un peu comme les condiments. Pour faire macérer les capres, il faut au moins 3 à 4 mois, c'est-à-dire en principe nous les sortons disons à Noël pour pouvoir les vendre dans l'année suivante. 3-4 mois, on les met dans les bocaux et on remplace le vinaigre ancien par de nouveau. Une fois cette macération terminée, le condiment est prêt à être mis en bocal. Accompagné de son épouse, Yves réalise un testing gustatif entre ses capres traditionnelles et celles trouvées dans le commerce afin d'en relever les principales différences. Voilà. Le vinaigre, c'est du vinaigre d'alcool, il est plus fort. Elles sont plus salées. Après, la texture, elles sont quand même assez fermes, je trouve. Ouais. Hein. Pour des capres du commerce, c'est vrai. On sent que, mais moi, je trouve que c'est le sel qui domine le plus. Salé. Même si Yves n'en met pas, l'ajout de sel avant macération dans le vinaigre ou l'alcool fait partie des méthodes courantes. Elles sont cueillies très petites en plus. Hein. Elles sont cueillies vraiment. On goûte les autres, Hein. c'est la maison. Ça n'a pas le même goût. Là, on sent bien le vinaigre. Là, on sent que le vinaigre, c'est pas du tout le même. Et puis, il n'y a pas le La goût texture, du sel comme là. Voilà. puis la chair, c'est pas la même. Oui. Là, on sent mieux le vinaigre par rapport à celle-là. Donc le sel, je crois qu'il couvre encore même cet genre de vinaigre un peu plus acide que celle-là. Et oui, ça fait toute la différence parce que le vinaigre d'alcool, elles sont beaucoup plus fortes. Elles le ramollissent, je pense, plus vite parce que ça les brûle un peu, si vous voulez. Et que le vinaigre de vin, c'est plus doux, c'est plus naturel. Parce que quand ils disent vinaigre d'alcool, il y a un peu tout là-dedans qui se met. Et c'est pour ça qu'elles restent plus fermes et que, d'après nous, elles ont meilleur goût. Voilà. Fort de son savoir-faire, Yves aime transmettre ses techniques. Anne Jean-Jean fait partie de ces agriculteurs qui cherchent à se diversifier tout en respectant les méthodes appropriées. Comment on va? Ça va très bien, et vous? Ça va? Très bien. Vous venez pour... Je viens pour faire le point, parce que j'ai planté les boutures que vous m'avez données Oui. au mois de mars. Oui. Et puis là, il y en a pas mal, elles ont quasiment toutes repris, donc ça, je suis contente, c'est bien. Je pense que le printemps a été favorable, la météo a été favorable cette année. Pour l'arrosage, déjà, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse? Que je les arrose tous les... Pour les combien? boutures, oui, pour les boutures, vous arrosez un peu, une fois par semaine, c'est juste un peu, pas trop. Un demi-litre d'eau, quoi. Un demi-litre d'eau pour obtenir un peu la fraîcheur à la racine. Depuis 6 ans, je produis du safran sur un terrain sur la commune de Cluj. Le but, c'est de se développer sur d'autres productions, d'autres produits, d'autres cultures. Donc la capre, comme je sais que c'est une culture qui s'est faite depuis la nuit des temps sur la commune, je savais que ça serait une culture qui marcherait parce qu'elle est adaptée au terroir.
et au climat, à la région, et qu'on avait un produit de très grande qualité, puisque la capre était exportée dans toute l'Europe, et que Cuges était le premier producteur de capre national. Je ne vais peut-être pas arriver à récolter cette année, mais peut-être que petit bocal, au mieux. Vous voyez, vous allez cueillir ça, là, moi je trouve que c'est pas rentable. Ça, là, Trop petit. c'est trop petit. Leur rencontre s'est faite par le biais de la Chambre d'agriculture locale. Monsieur Cormilly avait vraiment le souhait de transmettre son savoir-faire et ses connaissances sur la capre, puisque c'est à ma connaissance, un des derniers qui fait de la capre de façon un peu importante en quantité sur la commune et qui s'y est intéressé depuis des années. Voilà. Ça, c'est les capres que vous avez ramassées hier. Ce matin. Ce matin. Ces capres-là, on les garde, disons, je les mets dans la maison au frais, à l'ombre, et il faut qu'ils flétrissent, qu'ils perdent l'eau. Combien? 24 heures? 24 heures, même 48 heures, on peut les laisser. Dans l'eau, c'est la base de tout. Pour Luc, la qualité du lait et donc des fromages passe aussi par le respect d'une technique des plus naturelles, le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est le fait de faire manger ses bêtes en colline et de prendre donc cette ressource pastorale, cette ressource fourragère, comme on peut dire, gratuite, naturelle, qu'est la colline. Donc dans la colline, elles vont manger diverses essences végétales, et ce qui va faire le goût du lait. Une chèvre, ça aime herboriser, c'est comme nous. Elles n'ont pas envie de toujours manger la même chose. Donc elles vont passer d'une essence végétale à une autre. Mon rôle, c'est de les amener à des endroits tels que ça assure cette diversité alimentaire. 365 jours par an, le troupeau est alimenté de cette façon-là. Il y a l'aspect environnemental. Il faut savoir que nos terrains ont tendance à se refermer, que la surface boisée, malgré la pression foncière, est en augmentation, que plus personne n'a réellement les moyens d'entretenir la colline. Et heureusement qu'il y a des troupeaux comme le nôtre pour l'entretenir, parce que autrement, ce sont des milieux qui se referment totalement. Il y a l'aspect renforcement de la biodiversité, puisqu'elles vont manger les espèces dominantes, permettre au soleil de pénétrer. Et le soleil pénétrant, il y a une diversité végétale qui se produit. Et qui dit biodiversité végétale, dit rapidement biodiversité animale. Outre ses nombreux intérêts, le pastoralisme se montre très efficace pour la prévention d'incendies dans cette région hautement exposée. Un feu, ça part jamais d'un tronc, ça part des broussailles et après ça se propage au tronc. Et la chèvre, mangeant toutes les broussailles jusqu'à 1,50 m d'auteur, fait une prévention naturelle, écologique et économique contre les feux de forêt. Et donc là, on est sur un bel exemple, puisque c'est un des programmes dit DFCI, donc Défense de la forêt contre l'incendie, que j'ai en cours. Là, on m'a chargé d'entretenir la bande des broussaillers de part et d'autre de la piste. On est bien dans le développement durable et gratuite. Bon, après, ça prend énormément de temps, puisqu'on pâture en ce moment, à cette période, plus de 7 heures par jour en colline, et on est sur des moyennes sur l'année à 6 heures par jour, quoi. Afin de préserver la qualité de leurs produits régionaux et d'en développer davantage l'exploitation, Luc, Yves et son fils Frédéric ont pour projet d'étendre les ZAP, zones agricoles protégées. La pérennisation des cultures étant leur mot d'ordre. Et bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Ouais. Ça et vous? Merci. Alors, comme vous le savez, une ZAP, zone agricole protégée, donc est en cours de création. Et l'enquête publique va démarrer le 19 juin. Donc voilà, on est réunis aussi ce jour pour donner l'avis de l'association lors de l'enquête publique. Au vu de l'avancée de l'urbanisation sur les terres agricoles de la commune de Cuges, il a été imposé la création d'une ZAP. Une ZAP, c'est une zone d'agricole protégée et qui va permettre de sanctuariser ces terres dans la destination de faire de l'agriculture et surtout de l'agriculture de production. Parce que la dernière grosse production agricole sur Cuges, c'était de la monoculture intensive au niveau de la vigne, qui n'a pas survécu à la dernière crise vinicole des années 70. On a eu une double peine, on a eu une fin de génération, c'est-à-dire une génération qui n'a pas été remplacée,
Et on a eu également une chute des ventes du gros rouge, on va l'appeler comme ça, qui a fait que petit à petit, de 360 hectares, on est passé à aujourd'hui une quarantaine d'hectares. Et on cherche à retrouver des anciennes cultures pour se diversifier au niveau des productions sur cuge, à relancer des cultures historiques. Le safran, la capre et d'autres cultures. Ici, c'est la fameuse zone où on a essayé de se battre pour la réintégrer en zone agricole. Moi, je pense qu'on peut quand même essayer. Voilà. La ZAP, le gros problème, c'est ce qu'on appelle le parcellaire cugeois, qui est les parcelles sont de taille relativement modeste et très morcelées. Il faut arriver à avoir une maîtrise sur le foncier, c'est-à-dire on a des gens qui ne veulent pas se séparer du foncier parce qu'il y a la pression, on dirait ce qu'on appelle ici la rétention foncière, puisque un mètre carré de terre agricole, ça varie entre 2 et 5 euros. Et un terrain de mètre carré à construire, ça vaut entre 150 et 200 euros. Tout le monde aura compris où est l'enjeu. Défendre à tout prix ces techniques de culture ancestrale contribue aussi à faire connaître plus largement les productions locales. Cet ambitieux projet montre surtout la détermination de Luc et Yves à pérenniser des savoir-faire et à laisser les plus que jamais à cette région riche en patrimoines divers et variés. Le Poitevin, aussi appelé Poitou, est situé sur le département de la Vienne, dans les environs de Poitiers. Le patrimoine local est fortement marqué par une tradition agricole qui façonne ses plaines vallonnées. L'histoire raconte qu'il y a 150 ans, un jardinier eut l'idée de planter un melon en pleine terre du Haut-Poitou. Un terroir qui se révéla idéal, lui conférant une chair ferme, sucrée et juteuse. Installé sur ces terres en 2003, Axel Berge cultive aujourd'hui 25 hectares de melons. Ici, les terres argilo-calcaires de la région se gorgent d'eau pendant les pluies et la restituent lentement aux melons qui mûrissent dans des conditions optimales sous le soleil poitevin. Le Poitou est aussi réputé pour son fromage de chèvre, le chabi, plus connu sous le nom de chabichou. L'origine de son nom remonterait au 8e siècle, suite à la défaite des armées arabes repoussées par Charles Martel à Poitiers. Car si les Sarrasins abandonnent leur terrain en 732, les chèvres qui accompagnent les troupes, elles, restent sur place. Ainsi est né ce fromage au lait cru, profitant des pâturages de qualité. La ferme du Marat est une affaire de famille. Jean-Claude Gauvreau et sa sœur Marie-Hélène se sont lancés dans l'élevage caprin dans les années 80 et passent aujourd'hui le relais à leurs enfants respectifs, Emmanuel et Arnaud. 3 fois par jour, Arnaud nourrit ses 160 chèvres avec des fourrages composés de dactyles et de trèfles produits sur l'exploitation. Le fromage commence dès la prairie, quoi. C'est vraiment même le travail du sol qui est important. Il n'y a pas de bon fromage sans bon pâturage, on va dire. Donc ça passe par une qualité de fourrage excellente. On ne va pas jouer non seulement sur la quantité du lait qu'on va produire, mais également sur la qualité de ce lait. Donc avec différents taux, le taux de matière grasse, les protéines, et ça passe par la qualité du foin. En complément, Arnaud donne à ses chèvres des céréales qui vont leur apporter le plein de protéines. Maïs, orge et tournesol, majoritairement issus de leurs champs. Car dans la famille Gauvreau, l'autonomie alimentaire est essentielle. Et Arnaud, qui vient de reprendre l'exploitation avec sa cousine Emmanuelle, compte bien faire perdurer le savoir-faire et l'exigence de ses parents. J'ai vraiment grandi là depuis gamin. Je ne voyais pas l'exploitation partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que ça reste dans le patrimoine familial. Et je pense qu'à Emmanuel aussi, puis un jour, elle comme moi, voilà, on a quitté nos professions respectives pour se lancer dans l'aventure.
Depuis 4 jours maintenant, on est exploitants agricoles avec nos parents respectifs qui sont toujours là pour nous aider, parce qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas remplacer 2 personnes qui ont 35 ans d'expérience comme ça. On a encore beaucoup à apprendre. Puis eux, ça leur permet voilà, de couper tranquillement et de ne pas arrêter d'un coup, quoi. Arnaud, l'ancien commercial, est donc aujourd'hui à la tête d'un troupeau composé de 2 races différentes. Les marrons, qui sont les alpines, et les blanches, les saanen. Ces 2 races représentent 99% du cheptel français et sont prisées pour leur performance laitière. Chez les Gauvreau, elles sont séparées en 3 bâtiments dans lesquels espace, luminosité et aération assurent leur bien-être. L'intérêt pour moi, c'est de considérer l'animal vraiment comme un partenaire ou plutôt même un collègue de travail, plutôt qu'un outil de production qui mange et qui fait du lait, point, quoi. On va vraiment essayer voilà, d'avoir ce partage-là avec l'animal, de tout faire à la main, manuellement, de passer le maximum de temps dans les bâtiments avec eux pour les observer, pour voir ce qui va, ce qui peut être amélioré, et de là, avoir les animaux les plus sereins possibles, quoi. À l'autre bout du département, Axel Berge est producteur de melons. C'est fou le nombre de melons qu'il y a. Plantés début avril, les fruits vont s'épanouir pendant 3 mois dans ces terres calcaires. Il y a un film en plastique, un paillage, et ça va permettre de garder la fraîcheur du sol. Surtout, ça va éviter aux mauvaises herbes de pousser et de venir concurrencer la plante. Si vous avez des mauvaises herbes, eh ben, la plante, au lieu d'être seule à se nourrir, elle va avoir un concurrent et elle aura 2 fois moins à manger et à boire. Et en période sèche, c'est très important qu'elle ait de l'humidité. Et puis, il va y avoir tous les nutriments qu'il y a dans le sol. Et s'il y a du monde avec elle, si elle n'est pas toute seule, elle sera beaucoup plus faible et beaucoup moins productive. Aujourd'hui, la météo n'est pas au rendez-vous. Le melon a besoin de chaleur et de soleil pour pousser. Axel pratique une agriculture raisonnée et utilise très peu de produits phytosanitaires. Ainsi, il dépend à 90% du climat et de la nature. Un melon, au début, c'est une petite fleur qui va être fécondée par des abeilles, des insectes pollinisateurs. Il en sort un tout petit melon et qui va mettre, lui, à peu près 40 jours à arriver à maturité avant d'être cueilli. Après, il sera plus ou moins gros en fonction du climat, de la variété aussi. On peut avoir un melon qui aille on va dire de 500 grammes à 2 kg. Les 3/4 des melons français sont des charentais jaunes ou verts. Axel en cultive une dizaine de variétés, sélectionnées selon des critères de résistance et de goût. Il reste très vigilant sur ses ennemis, la pluie, le froid et les corbeaux. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un canon pour faire fuir les corbeaux. Ça marche avec une bouteille de gaz. C'est juste une détonation qui à peu près marche toutes les demi-heures. Les corbeaux piquent le melon et ils font un trou de la taille de mon pouce. Et puis le fruit, après, il est perdu. Et ils viennent piquer le melon parce que souvent, c'est que la période est sèche et ils ont soif. Il existe une appellation d'origine protégée pour le melon du Haut-Poitou, mais Axel Berge n'en fait pas partie. En effet, pour de petits exploitants comme lui, il n'est pas toujours évident de s'acquitter des frais d'adhésion à un tel label. C'est aussi le cas de la famille Gauvreau qui a choisi de ne pas travailler sous l'AOP Chabichou. À Chauvigny, les chèvres ont ruminé le foin et les céréales distribuées par Arnaud. Et c'est son père Jean-Claude Gauvreau qui s'occupe de la traite 2 fois par jour. Quand on traite les chèvres, vous regarderez, elles sont toutes en... Ouais, regardez celle-ci, par exemple. Hop, ça y est, elle commence sa rumination. Ça correspond au moment où elles se font téter par les chevreaux, parce que là, on remplace ça artificiellement par les manchons. Et c'est un moment de tranquillité pour elles. La chèvre, c'est un animal qui s'adapte bien à l'élevage en général. C'est un des premiers qui a été apprivoisé par l'homme avec les moutons. C'est des animaux, moi je les ai toutes fait naître, donc il y a quand même un attachement. Et on arrive à la fin, nous, de notre activité. Et on est en période actuellement de transmission. Et c'est un petit moment un peu émouvant pour nous. Allez, c'est un métier intéressant parce que il est très complet. On part des cultures. Donc il y a une partie culture, une partie donc, élevage avec transformation du foin par les chèvres en lait. Puis après, nous, on transforme ce lait en fromage et on va le commercialiser. Donc ça touche beaucoup de domaines.
De l'autre côté de la salle de traite, le lait est stocké dans un tank à 22 degrés. La sœur de Jean-Claude, Marie-Hélène, forme sa fille Emmanuelle au secret de fabrication du chablis. Première étape, l'emprésurage. C'est ce qui va permettre au lait de passer d'un état liquide à un état solide. Ça fera 200 chablis. 24 heures plus tard, il est moulé à la louche et à 4 mains. J'essaye de profiter un maximum de l'expérience de ma mère. C'est quand même 35 ans d'expérience. Voilà, j'ai pas mal de choses à apprendre. C'est comme la transmission de recettes de cuisine, c'est pareil, c'est de pratiquer ensemble, je pense. Là, pour l'instant, j'essaye d'apprendre au maximum. Alors, quand la première louche est faite, on recommence. Et on va ainsi de suite remplir tous nos moules en montant progressivement dans les moules. Le moule à la louche, ça permet d'avoir la même quantité dans chaque moule dès le départ. Que nos enfants derrière, Arnaud et Emmanuel, reprennent cette manière de travailler et envie de la perpétuer. Ça, c'est évident. Pour nous, c'est une grande fierté, bien entendu. Les jeunes fromages sont retournés le lendemain, puis démoulés et salés 2 jours après leur fabrication. Lorsque le géotrichum se développe, le chablis est prêt à partir en cave d'affinage. Alors le géotrichum, c'est la levure qui permet donc au fromage de passer du stade vraiment blanc, avec rien dessus, à cet aspect ridé, qui est donc la caractéristique du fromage lactique. Ensuite, il peut y avoir du bleu qui s'installe. Ça va donner un autre goût, un petit goût de cave, un petit goût de sous-bois qu'on aime bien retrouver dans le fromage de chèvre. C'est cette odeur et la moisissure déjà, les moisissures qui sont les levures, qui sont les bactéries qui déjà sont dans le milieu, qui vont aller coloniser les autres fromages et qui vont donner un goût qui va être particulier à notre fromagerie, qui ne sera pas le même que celui d'une autre fromagerie non plus. Les fromages de la famille Gauvreau sont vendus à la ferme, mais aussi en plein cœur de Poitiers, chez Jérémy Chausson. Ce Poitevin d'origine s'est formé aux côtés des grands fromagers parisiens avant d'ouvrir sa fromagerie en 2015. Passionné de fromage, il aime aussi raconter les histoires qui vont avec. On a, au niveau de l'étymologie du mot chablis, le mot chebli, qui veut dire chèvre en arabe. Et le Poitou a une histoire avec les invasions arabes du 8e siècle. Les Arabes qui sont arrivés dans la région et repoussés autour de Poitiers se sont installés, ont développé l'élevage caprin, et le mot chebli s'est transformé au fur et à mesure des années en chabichou du Poitou. Et puis il y a vraiment une histoire historique autour de la chèvre, de l'élevage caprin dans le Poitou. Il y a une expression qui est souvent utilisée, qui est de dire que c'est un peu la vache du pauvre. C'est-à-dire que c'est l'animal qui traîne autour de la ferme et que les femmes utilisent pour fabriquer un petit peu de fromage. Historiquement, le fromage de Chablis, il était consommé frais dans la ferme, dans la famille. Voilà, il n'y avait pas de commerce qui était fait. La fabrication du chablis n'est pas encadrée par un cahier des charges, mais reste similaire à celle du chabichou. Au niveau du goût, les deux fromages sont très proches. Et afin de sublimer leur saveur, Jérémy propose un accord plutôt insolite. Là, sur le fromage de chèvre, sur des fromages qui sont un peu tout en délicatesse, tout en douceur, si on met un rouge trop puissant, malheureusement, on ne va pas en profiter. Donc le vin blanc va très bien. Là, une bière comme ça, je trouve que ça permet un petit peu d'exalter un petit peu tous les arômes. Et on va profiter aussi bien de la bière que du fromage. Je pense que là, la bière, elle est vraiment sur quelque chose de fruité, de désaltérant. Il faut vraiment partir sur quelque chose d'assez frais, d'un petit peu crémeux, tout en douceur. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu fondant. Sous la croûte, il y a cette toute petite crème en fait qui est assez agréable. Et après, c'est tout en douceur. Il y a la petite note d'acidité très légère qu'on trouve encore et qui disparaît au fur et à mesure de l'affinage. Intéressant aussi quand on mange un petit morceau de fromage, prendre le temps de faire monter la température en fait dans le palais. Pas manger déjà le fromage trop froid. Important de le sortir un petit peu avant du réfrigérateur et de monter un petit peu en température dans la bouche. Moi, je trouve que c'est ça qui est un accord intéressant, c'est quand on arrive à sentir un petit peu, à profiter des deux produits. Tôt ce matin, Axel a donné rendez-vous à ses saisonniers dans la melonnière. Bonjour Ursula, tu sais cueillir? Je te montre vite fait. Aujourd'hui, il forme Ursula, une nouvelle recrue, à la cueillette. Regarde, tu me cueilles que des melons
ils sont décollés comme ça. La queue craque. Pas de ça, là, c'est vert. Et puis il y a cette fameuse feuille là qui commence à jaunir. Ça, c'est un signe en plus de maturité. Et puis voilà, donc on le coupe et puis on... Pour savoir si le melon est mûr, l'agriculteur se réfère à sa couleur jaune, mais pas seulement. Quand un melon est mûr, il a la queue qui commence à se décoller. Et il est dense, il est lourd. Et puis derrière, j'arrive à enfoncer un petit peu les doigts. Et je sens que c'est un petit peu mou, donc c'est un critère de maturité. Alors il est forcément mûr. Maintenant, est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas. Et j'espère. Mais bon, ils sentent le melon, mais c'est normal. Ils sentent tous le melon. Je privilégie la qualité pour mes clients et donc je cueille à point. Tous les melons sont ramassés à la main à l'aide d'un sécateur et d'un seau. Pour Axel, le secret d'un bon cueilleur, c'est d'être curieux. Et aujourd'hui, ce sont d'autres petits curieux qui rejoignent la plantation. Exceptionnellement, parce que c'est un week-end, je me fais aider par mes enfants et qui prennent plaisir à venir me donner un coup de main. Et là, on a Augustin qui a 7 ans et puis qui aimerait bien reprendre la suite aussi plus tard. Donc voilà, qui se fait un plaisir de venir nous aider, qui est tout fier. Ces 3 enfants, Baptiste, Clotilde et Augustin, adorent suivre leur père dans la melonnière. Et pour faire plaisir à toute son équipe, Axel leur fait déguster un charentais jaune, tout droit sorti du champ. Magnifique, hein? Oh là là, extra. Tiens le melon. Ah ouais, c'est orange, c'est parfait. Et ils sont excellents. C'est la récompense au bout d'1 heure. Les filles, vous en voulez? Sa chair jaune et sucrée fait l'unanimité, mais d'autres melons n'auront pas cette chance. Il y a un corbeau qui est venu piquer dans le melon pour se nourrir. Ça s'est mis à pourrir. Donc on a un fruit qui risque de contaminer la plante. Alors on essaye de l'éliminer. Une fois récoltés, les melons sont emportés en station de calibrage où ils vont être triés selon leur poids. Les melons, ils sont mis sur un tapis. Ensuite, ils sont nettoyés via une brosseuse avec de l'eau, puis séchés. Chaque godet, il y a un melon et pesé individuellement par une balance. Et en fonction du poids du melon, il est attribué à une sortie bien définie et ça correspond au calibre. Et là, on arrive sur les calibres de la grande distribution qui sont le 12L et 12Q. Et ça va de 850 à 1200. Donc 1 kg en moyenne. Il existe en tout 8 calibres, de 500 grammes pour les bébés à 2 kg pour les gros melons. Le goût, il a rien à voir avec le calibre. On peut avoir un très gros melon très bon et un tout petit très bon. Non, vraiment, ça ne change rien. Les melons sont répartis en cajots selon leur calibre et déposés sur palettes avant d'être stockés en chambre froide dans l'attente d'être livrés sur les points de vente. Une fois dans le frigo, ça part essentiellement à la grande distribution et après les grossistes un petit peu. C'est surtout ce qu'on n'arrive pas à vendre ou ce qui est en trop. Mais ça reste le même produit, la même qualité. Et puis après, un peu la vente directe, là, comme ce qu'on fait là, des petites quantités, c'est pour les marchés locaux et les bords de route. Axel Berge vend donc également sa production sur certains marchés, tout comme la famille Gauvreau. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait, dites-moi? Des chablis, un moins fait et un peu plus sec, s'il vous plaît. Mais ces derniers privilégient aussi la vente directe à la ferme, qui leur permet d'avoir un lien avec leurs clients. Ça fait des années que j'achète les fromages à la ferme du Marat. C'est important de les acheter dans les producteurs, ça c'est sûr. Comme ça, on connaît aussi ceux qui font les fromages et de quelle façon c'est fait. Emmanuel et sa mère reçoivent la visite d'Annabelle Chag, animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, qui est le premier réseau national de vente directe et d'accueil à la ferme. Vous apportez du coup les tracteurs? Ah ben, ça tombe bien. Parfait. Le réseau organise de grands marchés de producteurs partout dans le département. Son but étant de promouvoir le consommé local. Le local et les circuits courts sont vraiment importants. Il faut les développer.
Donc quand on va chez le producteur, on mange local, fermier et en direct. Et donc l'économie va directement chez le producteur. Et puis il y a aussi tout le volet social. Les gens créent du lien social. C'est intéressant de savoir comment travaille le producteur. C'est aussi se rassurer sur la démarche, sur le mode de production. Et c'est vraiment savoir ce que l'on mange. Et c'est une vraie démarche. Voilà, surtout qu'au départ, quand le réseau nous a mis tous en relation, on va dire, on ne parlait pas à ce moment-là de circuit court encore. Ce n'était pas un mot qui était utilisé, qui était connu. Très peu faisaient de la vente à la ferme. On démarrait tous un peu sur ces activités-là. Ce n'était pas facile de faire venir les gens chez nous. Aujourd'hui, on essaie de perpétuer et puis de mettre en place d'autres animations qui vont toujours dans le sens de la relation vraiment la plus proche possible entre le consommateur et puis le producteur finalement. Les gens veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils mangent. De toute façon, ils ont besoin de savoir comment sont élevées nos chèvres, comment on fabrique les fromages. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Nous, on trouve ça sympa de pouvoir ouvrir nos portes et puis leur expliquer un petit peu comment on travaille. La ferme du Marat applique rigoureusement le 100% local et ne commercialise pas ses fromages à plus de 30 km de Chauvigny. 70% de leurs ventes se font sur les marchés, le reste directement à la ferme. Si on produit un fromage et que les gens sont contents, la reconnaissance la plus intéressante, c'est les gens qui nous disent qu'ils aiment bien le produit, qu'ils sont contents. Et c'est quand on fait de la vente directe qu'on a cette reconnaissance, quoi. C'est vraiment l'acte le plus... On a le lien direct avec le client, voilà. En fait, sans passer par un intermédiaire, quel qu'il soit. De son côté, Axel se rend à Loudun à l'occasion de la semaine régionale du cyclotourisme. L'événement organise en parallèle un marché de producteurs locaux où Axel et sa famille vendent leurs melons. Et j'ai toujours mes enfants avec moi. Exceptionnel. Ce sont les meilleurs de toute la France. Non, c'est pas vrai. Par contre, ils sentent bon. Hein. Ouais. Ça donne envie de goûter. Hein. La région Centre et le Poitou-Charentes sont un des plus gros bassins de production en France. D'accord. Okay. Voilà. Okay. On ne peut pas déguster? Si. Ah, si. Merci. Il n'est pas mauvais. Hein. Il est bon, il est bon quand même. Il est bon. C'est aussi l'occasion pour lui de promouvoir son terroir et de partager sa passion pour le fruit, tout en distillant quelques conseils de dégustation. Les melons d'Axel sont plus bons. Oh, ils sont les plus bons. Évidemment que ce sont les meilleurs. C'est vrai? Ah, ils sont trop bons. Et alors, il est croquant parce que je l'ai pris, il était croquant, mais on n'est pas dedans. On peut... Mais non, on n'est pas dedans, il faut voilà. les laisser. Ah, ils sont cueillis d'hier, c'est vrai? Donc, il faut les laisser 2-3 jours. Bah oui. Et puis les ouvrir un peu à l'avance, c'est pas plus mal. Ah bon? Ouais. On travaille essentiellement avec la météo. S'il fait beau, ben on arrive à vendre pas mal de produits. Si la météo n'est pas avec nous, ce qui est le cas en ce moment, c'est vrai que les ventes sont quasiment divisées par 2, voire par 3. C'est un produit d'été et qu'on apprécie particulièrement quand il fait chaud. Tout est agréable, sa fraîcheur, son bon goût, ça désaltère. Un petit cadeau pour la jeune fille. Voilà. Je vous en prie. Bonne journée. Ce que j'aime, c'est son goût sucré, sa fraîcheur, même quand vous le ramassez en plein soleil, en plein après-midi dans les champs, eh ben, il vous apporte de la fraîcheur en bouche. Il y a ce goût sucré et puis beaucoup d'eau. Et donc c'est très rafraîchissant. Mais je pense que le soleil fait que la chair est plus tendre. Et là, on est sur des melons, on a quand même un peu de froid et d'humidité depuis une semaine, donc la chair est un peu plus croquante. Rond et savoureux, le melon fait partie des légumes d'été préférés des Français. Si Axel Berge et la famille Gauvreau ont choisi de ne pas faire partie des appellations d'origine contrôlée, ces passionnés n'en sont pas moins exigeants. Et tout en privilégiant la relation avec leurs clients, ils ont à cœur de mettre dans leurs produits tout le goût et le savoir-faire du Poitou. Une légende raconte que la Corse tire son nom de Calistée, signifiant la plus belle, un surnom qui lui fut donné par les Grecs dans l'Antiquité. Il est vrai que l'île de Beauté ne manque pas de charme pour en séduire plus d'un. Bercée par la Méditerranée et gorgée de soleil, cette région insulaire est un véritable joyau entre mer et montagne.
Ici, l'activité agricole est principalement familiale. Les productions se partagent en deux secteurs bien distincts. L'un axé sur la montagne, où l'on rencontre une agriculture traditionnelle fondée sur l'élevage, l'autre porté sur la production végétale et l'arboriculture fruitière, qui se situe principalement sur la plaine orientale corse. La plaine orientale corse s'étend du sud de Bastia jusqu'à l'embouchure de la Solenza. Cette longue bande côtière est bordée de plages de sable fin et de longs cordons dunaires. Elle offre des terres fertiles qui sont cultivées depuis des siècles. Certains disent que jadis, la plaine orientale corse était appelée le grenier de Rome. Aujourd'hui, on y cultive le kiwi, la vigne ou encore la clémentine. Charles Sforzini a décidé de remettre au goût du jour la culture de la noisette de Servione. Bien que typique de la région, elle a failli disparaître. En véritable amoureux de ce fruit, Charles prend soin de produire des noisettes de qualité. À quelques kilomètres au sud, à Aleria, Stefano et Nicola Venturini se rendent dans le maquis pour vérifier l'évolution des baies de myrte. À la tête d'une distillerie familiale, ils élaborent un autre produit bien connu des Corses, la liqueur de myrte. La myrte, on va la trouver depuis la mer jusqu'à peu près 300 mètres d'altitude. Depuis ce point, on peut voir un panorama qui va de, je pense, Linguizet jusqu'à presque Solenza, jusqu'à Trave. Donc sur tout ce qu'on voit là, on pourrait trouver de la myrte. Sachant que c'est une plante sauvage, on peut la trouver, elle peut faire les haies ou elle peut se retrouver n'importe où dans la nature. Hein. Oui, des fois on les retrouve dans les forêts d'eucalyptus, de pins. Et aussi, ouais, c'est quand même un arbuste qui compose souvent les haies de séparation des champs, les haies de bord de route. La forte sécheresse de cet été inquiète Stefano et Nicolas et annonce une année difficile pour la fabrication de la liqueur. Tiens, regarde. Elle risque d'être un peu en avance cette année par contre. Elle est très petite, très sèche. Il va falloir qu'on fasse attention à mon avis, parce que là, s'il ne pleut pas maintenant, ça va être compliqué. Le ramassage de la myrte se fait à la main à l'aide de peignes afin de ne récolter que les baies sans casser les branches. Une technique fastidieuse qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Si vraiment on n'en a pas assez, à part appeler plus de gens à essayer d'en ramasser, sinon il n'y a pas vraiment de... On l'avait fait une fois, on avait passé un article dans le quotidien pour demander aux gens. On avait des gens d'autres régions de Corse qui nous en avaient amené. Mais bon, c'est pas ça qui va changer la donne. Hein. Aujourd'hui, c'est... Mais sinon, on n'a aucun moyen de... On est dépendant du climat, de la nature, d'un peu tout. Malgré ces contraintes, ils sont très attentifs à la qualité de leurs produits et tiennent à assurer la réputation de la distillerie. Alors la société a été créée en 1996 par mon père. On a eu la chance de gagner des médailles d'or nationales au Salon agricole à Paris. Ce qui nous a fait connaître, et de fil en aiguille, très vite sont arrivés les fruits typiques, la myrte en premier, la châtaigne, le cédrat. Et on a continué à essayer de faire des produits de qualité et on a eu la chance d'avoir beaucoup de reconnaissance. Il faudra maintenant attendre que les pluies arrivent pour que la baie de myrte grossisse et que la récolte puisse commencer. Plus au nord, à Servione, Charles commence sa récolte de noisettes. Il utilise un souffleur pour former des andins afin de faciliter le ramassage. La production de la noisette en Corse, c'est date des années 20. Sauf que dans les années 20-25, il y a eu du gel, 2 années consécutives. Tous les cédratiers ont gelé. Donc ils ont enlevé ce qui restait et ils ont planté des noisetiers derrière. La terre est riche, donc ça s'est très bien acclimaté. Ils avaient choisi très intelligemment une variété à l'époque dite de bouche. C'était la fertile de Coutard ou noisette de Cervione. Elle a bénéficié de la variété, le climat et la lygrométrie parce que ça a été planté dans le fond des vallées. Ça donne une des meilleures noisettes d'Europe. La noisette de Servione, aussi appelée fertile de Coutard, a failli disparaître de Corse. Peu rentable face à la concurrence européenne, le ramassage de la noisette a été arrêté et les noiseraies abandonnées. Il a fallu des gens comme Charles pour relancer sa production. Ses qualités gustatives et son mode de production lui ont valu l'obtention d'une IGP, indication géographique protégée.
Lorsque j'ai commencé à ramasser les noisettes dans les années 80, on avait trouvé de les vendre en agriculture biologique, ce qui était un peu plus rentable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides. Une récolte à la main, ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même mieux, parce qu'il y a quand même un autre suivi de récolte. Hein. J'ai tout essayé, la récolte mécanique. Évidemment, quand tu as des quantités plus importantes, évidemment, il faut, parce que tu as la menace, tu es menacé par la pluie, donc il faut faire plus vite, il faut les ramasser. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, j'ai un peu moins de noisettes, et je préfère le faire à la main. Quelque part, ça me réconforte de les toucher. C'est un plaisir pour moi, hein. C'est pas une punition. Hein. C'est une méditation. Voilà, elles sont prêtes à l'emploi. Après la récolte de la noisette, celle-ci est décoquillée et concassée pour être vendue à des restaurateurs et des transformateurs. Dans la distillerie de la famille Venturini, les baies de myrte de la dernière récolte macèrent depuis 9 mois pour offrir leur saveur à la future liqueur. Cette dernière a un goût qui représente à elle seule la richesse du terroir de l'île. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Corse, c'est qu'il y a 2 produits typiques. On va dire pour l'apéritif, c'est le Cap Corse Mattei, rouge ou blanc. Et après, en digestif, en général, c'est la myrte. Voilà. C'est 2 produits qu'on va vous proposer, que vous soyez chez des amis ou chez des restaurateurs. C'est un produit qui est quand même pas mal, on va dire qu'il y a des notes herbacées, des notes d'eucalyptus, même un peu des fois de résineux. Ça reste sur ces notes-là. Pour les eaux de vie, la liqueur, elle va avoir un peu un côté astringent. C'est un goût quand même qui reste très fortement sur la langue. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de très puissant. Là, il est en train de faire descendre les baies de myrte qui sont sur les côtés au centre de la cuve avec de l'eau, de façon à ce qu'on puisse les pomper sans qu'elles soient broyées. On les mélange à l'eau pour les envoyer. Parce qu'on met 200 kg de baies alcoolisées dans l'alambic et 800 litres d'eau, de façon à ce que ces baies ne brûlent pas et à ce qu'elles ne se déchirent pas quand elles passent dans la pompe. Avec les baies de myrte, Stéphano et Nicolas fabriquent 2 alcools différents, l'eau-de-vie et la liqueur, ayant chacun leur procédé de fabrication. De la macération, on va soutirer le jus qui, lui, va servir de base à la liqueur. On va juste y ajouter de l'eau, du sucre. La baie, elle, est distillée à la fabrication, à l'élaboration de l'eau-de-vie. Nico, c'est bon? Ouais. Le jus et les baies macérées sont pompés dans l'alambic situé dans une autre pièce. Pendant plusieurs heures, le produit est mélangé et chauffé pour offrir un extrait alcoolisé de ces baies sauvages. On est en train de pomper la macération de myrte directement dans la cuve de macération. Les baies arrivent par ce tuyau-là et sont déversées directement dans la bouilloire. Ensuite, arrivé à un certain niveau, on ferme la fenêtre pour que ça évite de déborder. Et là, on est parti pour 6 à 7 heures de distillation environ. Lors de la distillation de la myrte en eau-de-vie, il faut être vigilant. Stéphano et Nicolas vérifient la température et le taux d'alcool présent dans la préparation. La liqueur de myrte du domaine Mavella se retrouve à la biscuiterie de Paul Foglia. Son laboratoire de transformation se trouve dans un petit village perché au cœur des montagnes. À l'époque, Paul tenait une boulangerie, puis il s'est mis à essayer de confectionner des canistrelli, de petits biscuits traditionnels. À force de travail et de recherche de la meilleure recette, c'est désormais son activité principale. Les anciens déjà faisaient à base de vin blanc, à base d'anis. Et maintenant, vous les trouvez avec la châtaigne, le citron, le cédrat, la noisette, la clémentine, voilà, vous avez plusieurs parfums. Paul met un point d'honneur à travailler avec des produits locaux et de qualité. C'est sans doute la raison de son succès, car désormais, il propose 14 parfums de canistrelli qu'il distribue dans 80 points de vente. Ce qui concerne les canistrelli au vin blanc, par exemple, on choisit un vin blanc en AOC. Ensuite, une châtaigne en AOP, de la farine. Voilà, et des noisettes qui sont en IGP. Après, là, vous avez la liqueur de myrte du domaine Mavella, qui est quand même une excellente liqueur. C'est pour ça qu'on travaille cette liqueur. Parce qu'elle est très fruitée, et avec nos biscuits, on arrive à sortir un bon produit
On sent bien la myrte dedans, quoi. Les canistrelli de la biscuiterie Upan et Caldou sont vendus seulement à des pâtissiers, des restaurateurs et des épiceries fines. Paul sélectionne soigneusement ses points de vente. Et il en refuse même certains car il ne souhaite pas particulièrement agrandir sa production. Ça se vend très bien, oui. Puis les gens, les touristes, quand ils arrivent ici, quand ils voient que c'est des produits locaux, comme la myrte, le cédra ou la clémentine, ils sont acheteurs. Hein. Ils ramènent, pour eux, c'est ramener un produit du terroir. Hein. Ce gâteau traditionnel des bergers est historique de la Corse. Paul a réussi à se l'approprier et à le faire évoluer pour le plus grand plaisir des fins gourmets. De son côté, Charles livre la récolte de la matinée au local de l'association Anucciola à Servione. Cette association met en commun les récoltes de nombreux producteurs, mais aussi de particuliers, afin de décoquiller et de calibrer les noisettes. C'est une véritable plus-value pour les producteurs, car cela permet de les payer au prix juste. Alain, bonjour. Hein. Bonjour. Ah, les noisettes 2017, ramassées ce matin. Enfin, celles qu'on peut ramasser, parce que beaucoup sont sur l'arbre. Hein. Tu as remarqué cette année. Il y en a encore plus sur l'arbre. Donc là, on les met dans la calibreuse. Elles s'enfoncent. Quand on a commencé, toutes les noiseries étaient abondantes, hein, parce que ceux qui prenaient les noisettes suivaient le cours mondial. Et le cours mondial, il y a des années où ça pouvait aller, il y a des années où ça ne payait même pas l'ouvrier qui avait nettoyé le noisetier. Donc les gens l'avaient abandonné. C'est l'avantage de l'association ici, qui travaille un peu comme une coopérative. Ça peut être un petit apporteur à 20 kilos. Ou même moins. Même moins. Hein, il amène ce qu'il a. Et un producteur moyen qui va passer de 3 tonnes, même 5 tonnes. Donc nous, l'intérêt, c'était de fédérer ces producteurs et de les payer au prix juste et justifié, et tout en assumant quand même la structure et les machines. L'association est équipée d'un séchoir et d'une casserie. Le séchoir n'est utilisé qu'en cas de pluie lors de la récolte, car la conservation des noisettes trop humides est délicate. Avant de les décoquiller, Alain et Charles mesurent systématiquement l'hygrométrie. Les noisettes qui viennent d'être ramassées, elles sont 8. Elles sont à 8. 8, entre 8 et 9. Un 9, c'est correct. Un 9, un atelier de transformation, il peut quand même déjà les travailler. Hein. Ce qui se passe, si tu la conserves comme ça, elle va reprendre toute l'humidité et toute l'hygrométrie que tu as dans l'environnement, hein, dans une pièce. Donc elle va aller plus loin que 10%. Hein. Donc c'est pas bon pour la conservation. Donc l'obligation au moins de les torréfier de suite et de les travailler. Hein. Sur la micro-région, environ 80 tonnes de noisettes sont produites chaque année, 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Pourtant, le travail de Charles a grandement participé à relancer la production de la noisette. La demande augmente fortement et les quantités produites ne suffisent plus. En 2002, il crée alors l'atelier de la noisette, où il confectionne des produits d'exception qui favorisent la vente auprès du consommateur. Alors là, du coup, j'enlève la peau des noisettes et je trie les noisettes sans peau pour pouvoir faire un praliné. Pour le fait qu'il n'y ait pas de peau, ça permet au caramel de bien enrober la noisette et de ne pas être cassant. Laurine Serra, la nièce de Charles, a travaillé avec lui pendant 3 ans. Elle vient de racheter l'entreprise. Et on va sabler les noisettes dans le sirop. Maintenant, on mélange. On transforme que la noisette. On en fait plusieurs produits. Donc ça, c'est quand même le produit, l'un des produits les plus forts, la noisette caramélisée. Mais après, on transforme aussi la noisette sous différents produits salés, sucrés, en huile, en farine. Et on fait des chocolats à la noisette, au praliné noisette. Donc ça, c'est la base de tous nos chocolats. Les produits fabriqués ici ne manquent pas d'originalité. On y trouve par exemple de la pâte de noisette au cédra ou encore une pâte à tartiner au cacao sans huile de palme avec des produits issus du commerce équitable. On n'est pas forcément beaucoup à transformer la noisette
comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui la transforment, mais sous forme de glace, sous forme de pâtisserie, notamment dû aussi à un problème de quantité de noisettes. Parce qu'on travaille qu'avec la noisette de Cerviogne. C'est une noisette qui est assez rare. Elle a un goût un peu plus prononcé, un peu plus boisé. Le goût de la noisette ressort beaucoup plus sur la noisette de Cerviogne que sur les autres noisettes. On aime l'artisanat, on aime le local. C'est une passion avant tout. Donc à partir de là, je préfère faire un peu moins, mais de la meilleure qualité, plutôt que beaucoup de quantité avec une qualité un peu inférieure. La cuisson terminée, les noisettes sont ensuite mises à refroidir sur le marbre, puis ensachées. Dans leur distillerie, Stéphanou et Nicolas travaillent aussi de la manière la plus éthique et la plus respectueuse de l'environnement qui soit. Ils sont en constante recherche et ne restent pas figés sur leurs acquis. D'ailleurs, lorsque Stéphanou a repris l'entreprise, il a fait refaire la décoration du domaine par un jeune artiste corse aux tendances pop. Laurent Vigroux est sommelier pour l'entreprise Mattei, à l'origine du célèbre apéritif le Cap Corse. Grand connaisseur de la liqueur de myrte, il vient déguster celle du domaine Mavella. Moi, celle-là, je la trouve parfaite. Et le fait que ça soit macéré, c'est-à-dire qu'on ait vraiment tous les arômes de la peau, voire de ce qui s'est déposé sur la peau, ça, à la fin d'un repas à thématique méditerranéenne, et on a en rétro-olfaction tout le repas qui revient. C'est vraiment fabuleux. Ici, il existe 2 liqueurs de myrte différentes. La rouge, issue de la macération du fruit, la blanche, issue de la distillation et agrémentée de sucre. Eh bien, la myrte qui vient de la macération a une grosse influence gustative de tout ce qui vient de la peau. Parce que la peau a macéré, donc elle a donné sa couleur, donc, comme on peut le voir, mais dans la peau, on a également les tanins et tout ce qui fait un petit peu cette fiche d'identité spéciale de la myrte en termes d'âpreté, etc. Donc on le retrouve. Par contre, quand c'est passé en distillation, tu as plutôt une photographie de l'intérieur de la baie, c'est-à-dire comme si tu avais un agrandissement du cœur de la baie sur le côté fruité, un petit peu mentholé. C'est ce qu'on appelle la myrte blanche. Beaucoup de gens qui ont du mal avec la myrte rouge vont préférer la myrte blanche. Personnellement, moi, je la préfère entière, donc la myrte rouge. En 1999, la brasserie Pietra et le domaine Mavella associent leurs compétences pour fabriquer le premier whisky corse. Leur travail permet de créer un whisky au goût différent, qui tire toutes ses essences aromatiques de l'île. Aujourd'hui, tous les produits du domaine Mavella, ce sont des produits qui ont leur typicité, qui plaisent peut-être pas à tout le monde, qui plaisent à un grand nombre de personnes, mais qui apportent quelque chose de nouveau et qui permettent aux amateurs de découvrir de nouveaux arômes. C'est le cas avec le whisky. Enfin, il a un goût particulier qui n'est pas une copie ou qui ne ressemble pas à un whisky qui se fait déjà. Et voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est ça, c'est d'aller découvrir, de tester. On fait des fois des produits qui personnellement ne nous plaisent pas, on essaye, mais au moins on fait évoluer. La distillerie existe depuis 1996. Quand on sait que le whisky, en général, ils ont plusieurs générations derrière eux. Nous, ça fait une vingtaine d'années. Donc voilà, si on ne fait pas ces essais, tous les ans, on n'évoluera pas, on n'avancera pas. Donc nous, c'est ce qui nous plaît, c'est ça, c'est d'aller découvrir. Et même pour nous, pour notre culture générale, pour notre palais, c'est ce qui nous motive en fait. La maturation de ce breuvage se fait dans de vieux fûts ayant contenu de grands vins corses. Ce whisky, à l'image du domaine Mavella et du travail de Stéphanou et Nicolas, a rapidement convaincu les plus fins connaisseurs et a réussi à se faire une réputation internationale. À côté de Servionne, à quelques centaines de mètres de la mer, François-Xavier Sécoli est multicultivateur. Il produit dans ses vergers des kiwis, des clémentines, des avocats et depuis peu, des noisettes. Il a décidé d'en planter 5 hectares il y a 4 ans. Les arbres donnent aujourd'hui leurs premières noisettes. Salut François-Xavier, qui fâche? Ça va Charles? Ça va? Alors? On regarde ces noisetiers. Je dis que c'est magnifique parce que des arbres comme ça, alors, tu vois, tu as déjà des chatons. Hein? Oui, oui. C'est énorme. Hein? Ça prépare la récolte l'année prochaine. Là, ils ont tout. Hein? Ils ont de l'eau, ils n'ont pas souffert de la sécheresse. On félicite François-Xavier d'avoir pensé à planter des noisetiers. Ce n'était pas évident. C'est par amour pour sa région et son village. Donc, c'est un peu sentimental. Hein? Oui, et puis bon, c'est le fait aussi d'avoir vu le travail que tu as accompli, le fait de voir que la transformation fonctionnait bien, que la clientèle était là. Donc c'est quelqu'un qui a misé sur l'avenir. Pour Charles, il est indispensable que de nouvelles noiseraies voient le jour, notamment comme celles de François qui sont modernes. Elles sont irriguées par un système de goutte à goutte, les arbres ne souffrent pas de la sécheresse.
On est sur des territoires où on croit beaucoup à une possibilité de vivre sur l'agriculture et la transformation. Il y a le tourisme en Corse, mais il n'y a pas que ça. Donc tout ce qui peut permettre de promouvoir une économie, et cette économie, elle va du producteur jusqu'au transformateur, jusqu'au vendeur, c'est quelque chose de très important. Grâce au travail de ces pionniers sur la valorisation de la noisette, aujourd'hui, on peut espérer en vivre, un jeune peut espérer en vivre, donc ça change tout. L'acharnement de Charles en faveur de la culture de la noisette commence véritablement à porter ses fruits et lui promet maintenant un bel avenir. J'étais amoureux de ce fruit, je suis toujours amoureux de ce fruit et j'aimerais que ça continue. Et bon, on fait tout ça pour. Hein, et je pense que sans se jeter des fleurs, on a réussi puisque de nouvelles plantations, on peut parler aussi d'une pépinière qui va commencer encore cette année. La demande est très très importante. Même en Europe, il y a une demande, il y a un déficit, et notamment en France, un déficit de noisettes. Hein. Donc, comme disait François Xavier, c'est peut-être un pari pour les jeunes. Il y a quelques hectares encore à planter de libre. Pourquoi pas la noisette? Enfin, moi, je planterai la noisette. Charles, en véritable passionné de la noisette, est surtout, comme Stéphanou et Nicolas, amoureux de la Corse et de son terroir. Le respect des produits et la sincérité de ses producteurs engagés contribuent peut-être aussi à appeler cette terre insulaire l'île de beauté.